On peut commencer, je pense. Ok. Donc, bonjour à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire sur la plateforme data. Donc, pendant ces 45 minutes, notre objectif, ça va vraiment être de vous informer sur les nouvelles architectures de chip Modern Data Stack pour obtenir des résultats concrets au service de vos enjeux métiers. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à directement cliquer sur le petit bouton en dessous de votre écran si vous souhaitez interagir avec nous. On répondra à vos questions avec plaisir. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Antoine Brouder. Antoine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Oui, bonjour à toutes et à tous. Aussi, merci de ma part d'être présent avec nous aujourd'hui. Donc, moi, ça va faire 7 ans que je travaille au sein d'Admitiba Consulting et je m'occupe notamment de gérer notre équipe de consultants dont la mission principale, c'est d'accompagner nos clients sur leurs projets data divers et variés et évidemment que la mise en place des plateformes data en fait partie. Et moi-même, merci Antoine. Donc, Assia Lomari, actuellement chef de projet marketing. Et donc, moi, mon rôle aujourd'hui, ça va vraiment être de cadrer cet échange et de faire en sorte qu'on tient le timing. Donc, Antoine, avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on entend concrètement, en fait, par plateforme data? Oui. Donc, une plateforme data, ou qu'on peut également appeler Modern Data Stack, est une architecture qui se veut d'être modulaire et vraiment cloud native. Problème de son. Est-ce que là, c'est un peu mieux? Ouais, vas-y. Là, normalement, ça devrait être mieux, je pense. Si vous pouvez peut-être nous laisser un petit pouce pour confirmer que c'est mieux. Parfait. Merci beaucoup. Désolé pour le petit couac technique. Donc, je disais que la Modern Data Stack est donc une architecture qui se veut modulaire et idéalement cloud native, qui permet justement de collecter, stocker, transformer, analyser des données. Donc, dans l'absolu, rien de révolutionnaire. En revanche, c'est l'approche qui va changer. Et le but, c'est justement de faire en sorte qu'elle puisse être utilisée le mieux par les métiers de façon autonome. Et donc, l'objectif principal, c'est de s'aligner le plus sur les besoins des métiers tout en utilisant les capacités qu'on a au niveau de l'IT de façon à construire quelque chose qui soit le plus adapté possible. Eh bien, merci Antoine. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup parler de LT, de cloud, d'outils modulaires, mais concrètement, qu'est-ce qu'on entend par plateforme data vraiment moderne? Alors, elle est dite moderne parce que justement, il s'agit d'une architecture qui est à la fois modulaire et évolutive, le tout étant idéalement porté par le cloud. Et dans un tout premier temps, on va essayer de la concevoir pour les métiers. C'est-à-dire qu'on essaye de sortir d'une situation où la direction informatique imagine quelque chose et propose, et on va plutôt aller écouter nos métiers et en fait construire une plateforme et aussi leur donner la main grâce à l'utilisation d'outils low-code comme par exemple Power BI. C'est-à-dire que idéalement, on gère tout ce qui, entre guillemets, n'intéresse pas les métiers, donc tout le travail technique de mise à disposition du côté IT. Par contre, dès que la donnée est en forme et accessible, on leur donne la main en les formant justement aux outils appropriés. On a également un passage de l'ETL à l'ELT. Donc pour ceux qui connaîtraient éventuellement pas ces termes-là, donc ETL veut dire Extract, Transform and Load. Donc j'extrais d'un côté, je transforme au milieu, puis je charge de l'autre. Et donc là où je charge, généralement, ce sera la base de données que j'utilise après pour construire un rapport dans Power BI, par exemple. Et donc, si on regarde en opposition à ça le LT, donc on a inversé load et transform, ce qui veut dire en fait qu'on va copier-coller à la source les données sans modification et les transformer après. Ça présente quels avantages? Dans un premier temps, ça simplifie, ça semble assez évident, le process de chargement, parce qu'au lieu de faire une transformation en même temps, eh ben, je copie-colle bêtement ce qu'il y a. Et deuxième avantage, c'est qu'en fait, 100% des transformations se trouveront au même endroit. Donc, j'aurai une seule base de données dans laquelle j'ai et la source et le produit fini. Et j'arrête donc de devoir chercher les règles métiers à droite à gauche parce que tout est centralisé. Un autre avantage également, si j'utilise un morceau de données pour un use case 1 et qu'à la fin, il y a un deuxième qui émerge qui a besoin de plus d'éléments, j'ai pas besoin de toucher à mon process de chargement puisque j'ai déjà tout repris. En revanche, il suffira de soit créer une nouvelle transformation, soit de l'adapter pour aller servir davantage de collègues. Dans l'esprit moderne, on adapte également une approche modulaire. Donc, le but, c'est justement de dire,
je regarde mon besoin. Est-ce que j'ai un module qui y répond? Dans ce cas-là, je l'utilise. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Dans ce cas-là, on va se poser la question si oui ou non, il faut rajouter un module. Donc, je m'explique. Tout le monde aura vraisemblablement besoin de charger, transformer, mettre à disposition. Par contre, tout le monde n'aura pas nécessairement besoin de faire du machine learning, par exemple. Et donc là, l'esprit modulaire se veut de façon à dire, en fait, même si je n'ai qu'un seul use case qui a besoin de machine learning, et ben, comme je me dote de ressources cloud, je peux le faire dans une taille et dans une dépense financière adaptée à ce seul cas d'usage. Tout comme si par contre, au bout d'un moment, j'en ai une vingtaine, bah, rien ne m'empêche de gonfler en conséquence le module machine learning. Contrairement à l'esprit d'avant, où en fait, en début de projet, on essayait d'avoir le plus précisément possible la taille et tous les besoins, de façon à, de façon à devoir s'adapter et surtout investir, et donc de créer quelque chose de relativement peu évolutif aussi par les contraintes techniques. Donc ça rejoint le dernier point, coût et scalabilité. On n'a aucun problème aujourd'hui à démarrer sur une taille relativement petite et d'agrandir par la suite de façon à, de façon à pouvoir justement suivre l'évolution de nos besoins et de nos envies d'analyse. Eh bien, merci beaucoup, Antoine. Donc, on dit souvent que la moderne data stack démocratise l'accès à la donnée, mais qui l'utilise au quotidien? Quels sont les bénéfices, en fait, pour les équipes métiers, les analystes ou encore les data ingénieurs? Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit en entrée, le but de la moderne data stack, c'est qu'elle soit utilisable et qu'elle apporte du bénéfice à tout le monde. Et là, on va retrouver dans un premier temps les data scientists qui, grâce à cette data platform, vont maintenant pouvoir pleinement se concentrer sur leur vrai travail qui est d'analyser la donnée et en tirer des conclusions et qui n'auront plus besoin de se poser la question est-ce qu'elle est gouvernée, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est à jour. On retrouve également les analystes et entre guillemets non développeurs, qui seraient par exemple une équipe de contrôle de gestion, qui au lieu de demander à l'équipe IT de rajouter un élément à leur rapport finance existant, bah, en fait, comme on leur a donné l'accès et qu'on les a formés, vont être capables de le faire en autonomie. On retrouve également dedans les data engineers qui sont donc les personnes qui vont créer et maintenir à jour cette plateforme data. Où donc là, on peut simplement se dire qu'on les dote d'un ensemble d'outils qui sont agréables à utiliser et à la hauteur de leurs attentes. Et in fine, on va servir également les équipes métiers et les responsables de gouvernance, puisque justement, côté métier, je peux accéder plus facilement à la donnée et pour peu que j'arrive à me former un petit peu en SQL, je deviens encore plus autonome. Et pour les responsables de la gouvernance, et ben en fait, comme on a idéalement réussi à tout centraliser dans un seul et même endroit, et ben en fait, on est certain de correctement gérer l'ensemble de nos données comme il se doit dans un seul et même endroit. Merci beaucoup, Antoine. Donc, on parle souvent d'ingestion, de stockage, de transformation ou encore de visualisation. Mais est-ce que tu peux nous décrire concrètement les grandes briques qui composent cette architecture et comment, en fait, elles s'articulent? Bien sûr. Donc, on en a déjà parlé, on va globalement avoir trois étapes qui vont se répéter pour quasiment tout le monde, qui sont donc l'ingestion ou le chargement. Là, après, premier constat, c'est qu'on va forcément avoir des sources hétérogènes, donc c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir changer. Donc, il va falloir accepter cet élément et faire en sorte de le gérer au mieux. Une fois qu'on a chargé nos données via Airbyte, Fivetran, finalement, le choix de l'outil, ça va dépendre de vos envies, mais à partir du moment où il charge et il est cloud, j'ai envie de dire c'est une bonne idée de l'utiliser. On va arriver sur le stockage. Là, je pense qu'une grande partie des use cases vont être couverts avec un data warehouse. Donc, la capacité à stocker les données structurées. Si on a besoin de données non structurées, on peut toujours utiliser un lake ou alors combiner les deux sous forme de lakehouse. Le but étant justement d'avoir à nouveau un seul endroit de stockage pour enchaîner sur la transformation. Donc, comme on l'a dit en amont, idéalement par l'approche ELT, de façon à ce que, en sortie, on ait des données qui soient à jour, gouvernées et prêtes à être utilisées dans de bonnes conditions. Et ce que je disais donc, c'est que quasiment 100% des cas d'usage vont passer par ces trois étapes-là. Après, on a mis en exemple un cas d'usage très courant qui est la data visualisation. En revanche, on pourrait très bien imaginer aussi une application pour valider des choses, tout comme on pourrait imaginer un modèle de machine learning à la sortie de ces trois étapes. Je te remercie, Antoine. Mais du coup, il n'existe pas une seule manière de faire. Est-ce que tu peux nous présenter également les principales configurations selon les différents contextes? Tout à fait. Donc là, on va vous faire quelques exemples qui ne se veulent pas d'être exhaustifs, mais qui sont le fruit de quelques années de travail sur le sujet de notre part et qui vont vous permettre d'avoir une idée globalement de ce qui est possible. Donc, on a mis en première option
en mettant Snowflake au cœur. Donc, Snowflake est un éditeur de base de données justement sous forme de Lakehouse, où donc on dirait que le stockage est géré par Snowflake et on utilise donc par exemple Fivetran pour la gestion. Pourquoi Fivetran? Parce qu'il est cloud natif déjà et que surtout il nous permet de faire du temps réel ou du quasi temps réel grâce au principe du CDC. Donc ça veut dire Capture Data Change. Donc dès qu'une donnée évolue, on la met à jour. Pour orchestrer et gérer la transformation, on recommande fortement d'utiliser DBT, donc le Data Build Tool, ou alors équivalent. On n'ira pas dans le détail là dans ce webinaire, ce serait trop. Mais pour vous donner une vague idée pour les personnes qui ne le connaissent pas, DBT est un outil qui va me permettre de créer mes requêtes SQL, de correctement les gouverner, et le tout en fait connecté à un repository Git. Donc, j'ai du contrôle de version aussi sur mes étapes de transformation. Là, ce qu'on propose en sortie pour la visualisation, ce serait non Power BI parce que la connexion à Snowflake se fait de façon très native. Et on peut y ajouter, si c'est nécessaire, encore Nine et Mendix pour justement d'un côté Nine permettre au métier de faire des analyses de façon très souple, ou encore à travers Mendix développer des applications sur mesure. Avant d'aller plus loin, je vais cadrer davantage le message que j'essaye de vous faire passer là, qui est tout simplement, ce qui est important, c'est pas nécessairement le choix d'outils, même si on vous le présente là en exemple, c'est l'esprit derrière. C'est-à-dire que ce que vous voyez donc à partir de Power BI sont les usages. En revanche, ce sur quoi on insiste, c'est deux choses, avoir un chargement robuste et facile à gérer et une transformation correctement gouvernée, de façon à ce que derrière, ajouter des usages, ce soit le plus facile possible. Puisque aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a relativement peu d'efforts souvent dans les organisations sur la transformation, mais du coup, ça entraîne énormément d'efforts sur les usages parce qu'on se retrouve à adapter, à corriger la même chose autant de fois qu'on a envie de s'en servir. Maintenant, dans les exemples par la suite, on est évidemment conscient aussi qu'il va y avoir pas mal d'entre vous qui auront envie d'utiliser pleinement Microsoft. Donc, on a aussi un exemple qui peut permettre d'y répondre. Ou donc, dans un premier temps, ce qui est important de savoir, c'est que Microsoft est en train de moderniser progressivement ses outils. Donc, il y a par exemple le Power BI pour qui c'est déjà très, très bien fait, d'autres qui sont en train de suivre. Et aujourd'hui, Microsoft propose notamment différentes solutions d'ingestion et de transformation qui sont intégrées. Donc, il faut savoir aussi que pour les fanats de DBT qui le connaîtraient, on sait s'y connecter. Ça aussi, c'est la bonne nouvelle. On peut combiner aussi avec extérieur à Microsoft si c'est nécessaire. Et on a notamment aujourd'hui, grâce au Azure Data Lake, un stockage centralisé et scalable également proposé par Microsoft. Donc là, si on va au bout de la démarche, Power BI étant Microsoft, la visualisation est gérée. Et si on le souhaite, grâce à Azure ML et la partie IA plus globale proposée par Azure, on peut également aller au bout de la démarche et intégrer de l'intelligence artificielle sans quitter l'environnement Microsoft. L'avantage étant assez évident, ça veut dire que tout ce qui est intégration avec le reste de votre système, pour peu que vous l'utilisez déjà, il est géré nativement. Donc, vous aurez sans doute des endroits où un éditeur spécialisé dans le domaine aurait été peut-être un peu plus performant, notamment sur le traitement des données. Ben, vous trouvez notamment BigQuery, Redshift, Snowflake, qui sont sans doute un peu mieux sur ce volet-là que Microsoft, du moins pour l'instant. En revanche, vous n'aurez pas l'avantage d'avoir tout sous un même toit et tout intégré déjà nativement dès le début. On a également un exemple pour la même chose, si on était fan de Amazon et que c'est ça qu'on aimerait utiliser, ou donc là, pareil, Amazon nous propose un outil ETL qui s'appelle AWS Glue. On peut utiliser le stockage dans S3, qui est déjà quelque chose de largement utilisé, pour à la fin traiter et transformer avec un combo Redshift DBT, pourquoi pas, et aboutir sur la visualisation avec QuickSight. Donc, je me répète un petit peu, mais vous le voyez là dans ma présentation, c'est volontaire. À partir du moment où on respecte le prisme derrière, on peut l'outiller comme on l'entend, puisque le but de la Modern Data Stack, tel qu'on la propose là, c'est justement l'esprit et non pas l'outil en tant que tel. Et dans ce même esprit, on a également un exemple avec Google Cloud, puisque pareil, il y a beaucoup de sociétés qui sont Google only, donc ce serait dommage de ne pas en parler. Donc là, on est à nouveau sur quelque chose qui est davantage, qui est nativement cloud, et on va retrouver les mêmes éléments à travers BigQuery, notamment pour stockage et traitement. On a Dataflow qui va permettre de charger en temps réel ou pas, ce relativement peu importe, et ça nous donnera justement une transformation simplifiée parce qu'on reste dans un seul et même environnement. Et à la fin, entre Looker Data Studio et BigQuery ML, on va retrouver justement les solutions de visualisation et IA intégrées. Alors, note importante également,
C'est pas parce qu'on a dit on fait du Google Cloud que s'il y a un nouvel outil qui apparaît, on ne peut pas s'y connecter. Là, à nouveau, on fait volontairement des exemples un peu restreints, puisque ça peut arriver que quelqu'un nous dise non, mais en fait, moi, c'est Google ou pas autre chose. Voilà la raison pour laquelle on en parle. Après, on a également la situation où vous auriez éventuellement déjà un data lake, mais vous n'avez pas encore structuré peut-être soit la phase amont, soit la phase aval, soit peut-être les deux. Donc là, le premier but, ce sera de capitaliser sur l'existant. Donc ce sera de dire, on va pas tout scratcher, recommencer. Au contraire, on va construire autour de votre data lake, puisque s'il a été fait, c'est qu'il a un intérêt. On va profiter justement de ce stockage flexible et économique pour à la fin arriver au même but, qui sont donc justement un traitement distribué à la demande. Donc, on fait en sorte, depuis le data lake, de servir les différents besoins, le tout en visant une performance et une souplesse qui nous mettent justement pas dans la contrainte de dire ah dommage ça on sait pas faire parce que. Donc là le message est le même qu'avant, on va arriver au même résultat relativement peu importe l'outil. Là, comme on est dans une approche modulaire, c'est juste qu'on commencerait par un module qui d'habitude n'est pas forcément le premier. Et donc, on a une dernière approche qui est open source, alors qui a les limites qu'on connaît, hein. Elle sera sans doute plus économique. En revanche, si vous utilisez les services sans payer pour, vous avez très peu de marge de manœuvre si jamais ça ne fonctionne pas. Par contre, on voulait quand même l'illustrer où on pourrait très bien imaginer utiliser Apache Kafka pour l'ingestion en temps réel. Alors, l'inconvénient, c'est que ça demande quand même des compétences techniques pointues et il faut pas penser que ce soit entièrement gratuit puisque même Kafka va avoir besoin de ressources de calcul. Après, le stockage, on peut utiliser par exemple le PostgreSQL qui est gratuit pour gérer le stockage, la transformation. Si on va au bout de la démarche, donc je me répète à nouveau, mais utiliser le Database Tool ou équivalent me semble très important. Donc DBT propose une solution core sans interface native web qui est gratuite qu'on peut utiliser pour à la fin trouver des outils de visualisation qui seraient également en open source de façon à aller au bout de son use case. À nouveau, la limite de l'open source, c'est la pérennité du service. En revanche, là où ça peut être toujours une bonne approche également, c'est de commencer en open source pour valider l'apport business que ça peut avoir pour vous. Et une fois que vous l'aurez validé en open source, de transcrire ce que vous avez fait dans des services plus pérennes. Eh bien, je te remercie Antoine. Donc, on a souvent envie de se lancer, mais comment en fait éviter disons, de partir dans tous les sens et quelles sont les bonnes étapes pour concevoir et déployer une moderne data stack? Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on a envie de faire une bonne data stack plutôt moderne? C'est parce qu'on cherche une architecture guidée par les métiers. Donc, ce que vous allez trouver à gauche sont les bonnes raisons de le faire. C'est-à-dire, si on pense une architecture sans tenir compte des besoins métiers, on a le risque quand même de se retrouver avec une déconnexion, c'est-à-dire que ce qu'on a produit, c'est sans doute bien. Par contre, ça ne répond pas entièrement aux besoins de nos collègues. La conséquence, assez souvent, c'est du shadow IT, ce qui veut dire, en fait, on a dépensé de l'argent pour créer quelque chose de façon gouvernée et centralisée. Et par contre, comme c'est pas pile sur le besoin de nos collègues, en fait, ils continuent à bricoler avec Excel des macros. Ils ont, euh, ils ont encore des bases de données Access et compagnie. Donc, le but, c'est justement d'aligner l'architecture de notre modern data stack sur les besoins métiers de façon à ce qu'elle soit effectivement utilisée et utile. Pour ça, on a mis en exemple quelques questions qu'il faut se poser, dont une qui est très structurante, qui est par exemple la fréquence des besoins en données. Est-ce qu'on a besoin du temps réel? Est-ce qu'on passe en batch? Pourquoi? Parce que ça va forcément déterminer aussi le choix des outils utilisés et l'approche de construction. Après, la deuxième question importante, c'est aussi de quel type de données est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est que interne vis-à-vis interne et externe? Est-ce qu'on a que de la donnée structurée? Et peut-être, par contre, si on a de la donnée non structurée aussi, ça va changer notre approche dès le début. Donc, tout ça pour dire, ne partez pas la tête baissée sur ce que vous pensez être la solution. Écoutez bien vos collègues du métier de façon à être le plus proche possible de leurs besoins. Du coup, est-ce que tu peux nous dire également comment éditer l'existant avec les compétences? Donc, la première étape, ce serait justement de regarder précisément ce qui existe aujourd'hui. Donc, ce qui existe en termes de sources de données utilisées, comment est-ce qu'elles sont acquises, et aussi évaluer au moins à la main, à moins, on va dire au doigt mouillé, de combien de stockage est-ce qu'on aurait besoin, et de vérifier si oui ou non on a le droit d'utiliser le cloud et est-ce qu'on en a la capacité. Après, prochaine étape, ce serait justement de cartographier l'ensemble des flux de données et comment est-ce qu'on pourrait les automatiser. Donc, de se poser la question, une fois que je sais que mes collègues font des extractions à droite et gauche, les traitent à la main pour aller en faire quelque chose, on le cartographie, on le documente et on réfléchit justement, morceau par morceau, comment est-ce qu'on pourrait l'automatiser.
De façon aussi, une fois qu'on a fait cette estimation, j'ai envie de dire un peu vague encore, bah, ça nous permettra d'évaluer les outils et de voir est-ce qu'on a des besoins spécifiques qui vont nous pousser vers un outil ou un autre ou pas. Sachant que par la même occasion, on va vérifier également avec nos équipes internes est-ce qu'on est déjà prêt à faire du DataOps, donc c'est l'équivalent du DevOps mais appliqué au travail avec les données, de façon aussi à être sûr, une fois qu'on a une plateforme, bah, en fait, on sait la maintenir en interne. Pourquoi? Parce que autant vous pouvez vous la faire produire par un prestataire sans problème, il est quand même important que vous ayez la main sur vos données et que vous soyez autonome pour travailler avec. Après, on va passer à l'étape justement des compétences et donc, il va falloir se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai toutes les compétences vis-à-vis de mes ambitions et est-ce que soit je recrute, soit je forme mes collègues, mais en tous les cas, avant de se lancer, il faudrait être sûr que on soit bien fourni en compétences, soit interne, soit externe. Par la suite, on va passer au volet plutôt opérationnel, qui sera donc de repérer les différents cas d'usage et comment est-ce qu'on pourrait les réaliser, et pourquoi pas aussi évaluer dans quelle mesure on pourrait y intégrer de l'IA. Pourquoi? Parce que si on le fait intelligemment, c'est là où on va retrouver un grand levier de valeur. Pour évidemment ne pas oublier, par contre, la conformité et sécurité des données. Comme là, on va commencer à démocratiser un accès de façon très large, posez-vous bien la question, est-ce que déjà votre catalogue de règles et de process est complet? Si oui, on l'implémente tel quel. S'il n'est pas complet, on est quand même obligé de passer par cette étape de façon à être certain de ne pas créer de problème de conformité ou de sécurité. Du coup, est-ce que tu peux nous citer, s'il te plaît, ou nous expliquer directement les outils qui seront nécessaires à notre moderne data stack? Mhm. Donc, on l'a vu auparavant, on va avoir besoin d'un outil qui permet d'extraire et de charger, on va avoir besoin d'un outil qui permet de transformer. Et une fois qu'on a transformé, on va avoir besoin de sans doute différents outils selon les usages qu'on a envie d'en faire. Et donc là, le choix des outils, c'est justement de commencer dans un premier temps à bâtir l'infrastructure autour des cas d'usage. Donc ça veut dire justement, on ne fait pas l'infrastructure, puis on regarde ce qu'on peut en faire, mais on fait l'inverse. On prend un premier cas d'usage, on construit une infrastructure qui va avec, on le réalise, et comme ça, déjà, on est sûr d'être pile dans le besoin, ce qui a justement en premier avantage un retour assez rapide, et on ne devrait pas s'éloigner de la cible. L'inconvénient étant aussi, si avec un peu de manque de chance, on tombe sur un tout premier cas d'usage un peu exotique, qu'on introduise quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas fait parce que vis-à-vis de l'ensemble de ce qu'on a envie de faire, c'est relativement petit. Donc le message là, commencez par un cas d'usage, choisissez le bien, donc prenez-en un qui soit générique, standard, suffisamment critique pour qu'il y ait un intérêt, mais pas non plus trop stratégique. Et comme ça vous permet justement de construire dans de bonnes conditions et de vous en servir pour la suite. Pourquoi? Parce qu'après, la suite, ce sera justement de continuer à rajouter des cas d'usage tout en centralisant, c'est-à-dire si j'ai deux cas d'usage qui utilisent pardon, la même donnée, bah, le but, c'est évidemment de ne pas la transformer deux fois, mais de rebénéficier de ce qu'on avait déjà fait à l'étape d'avant, ce qui nous donne justement une base robuste et scalable et qui saura supporter une grande croissance. En revanche, évidemment que si on commence à faire les cas d'usage un par un, ça peut sembler un peu long et les personnes qui ont levé la main en dernier vont devoir attendre. En revanche, si on suit cette logique-là, eh ben, on va arriver justement à une construction transversale brique par brique. Chacune de ces briques étant un cas d'usage, eh ben, en fait, à chaque fois qu'on met en place un cas d'usage, on se rapproche davantage de l'objectif global. Donc, ce qui veut dire, en fait, on ne fait pas, entre guillemets, du PowerPoint non visible, mais on crée des choses concrètes qui, morceau par morceau, pas à pas, vont nous approcher de l'objectif. Donc, en termes de méthode de travail, qu'est-ce qui va être important à garder à l'esprit pour ça? C'est dans un premier temps une approche itérative. Donc, ça veut dire aussi que c'est pas parce qu'aujourd'hui on a dit on fait tel choix d'outil que demain on est complètement incapable de le changer. Alors, ça évidemment va toujours moyenner un certain effort, mais le but en tous les cas, c'est de rester dans quelque chose d'évolutif et de façon itérative, à chaque fois qu'on a réalisé quelque chose, se dire est-ce que la prochaine fois on pourrait pas faire mieux? Après, donc ça rejoint le cycle d'ajustement. Après, un autre point très important sont les tests rapides, c'est-à-dire qu'on essaye d'éviter le cycle de développement classique où pendant 6 mois, on n'a pas de nouvelles, puis après, on propose quelque chose et en fait, on s'est éloigné de la cible parce qu'on n'a pas parlé à nos clients. Donc, au contraire, on va intégrer nos collègues du métier dès le début, on va faire des tests très rapidement et de façon très régulière, de façon à justement avoir un déploiement progressif. Donc, pourquoi pas aussi dire, on commence par un cas d'usage dans son état le plus minimal pour qu'il soit viable et qu'il ait de l'intérêt. Et par la suite, on va justement l'étendre et l'adapter pleinement à ce dont on a besoin.
En parallèle, on se doit même de mettre en place un suivi de la performance, donc de la plateforme en tant que telle, mais également de notre capacité à livrer des cas d'usage. Là, le but, c'est pas de les livrer forcément le plus rapidement possible, mais d'être le plus précis dans les estimations. C'est-à-dire, plus je sais dire, il va me falloir 3 semaines et 4 jours, et plus c'est précis, plus je sais planifier et aussi m'adapter à mon calendrier et les contraintes business pour justement livrer des nouvelles réalisations. Merci beaucoup, Antoine. Donc, c'est un projet qui est assez ambitieux et on peut facilement se tromper. Donc, d'après ton expérience, quelles sont les 7 bonnes pratiques qu'il faudrait adopter? Voilà, donc là, à nouveau, on est sur une liste qui ne se veut pas d'être exhaustive, mais on a au moins 7 bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves par le passé. Et donc, dans un premier temps, on construit de façon verticale et incrémentale, c'est-à-dire on cible des domaines métiers et on construit l'un après l'autre et on les empile, d'où le terme vertical. On fait en sorte aussi de faire soutenir notre Modern Data Stack par une organisation qui soit adaptée. Je peux me doter des meilleurs outils du monde, si j'ai pas les femmes et les hommes pour travailler dessus, ça ne va pas m'apporter grand-chose. Donc, on est quand même aussi contraint d'accompagner notre volonté d'avoir une data platform par l'organisation qui va avec. Il sera également important de renforcer la gouvernance. Donc, ça veut dire d'un côté être certain que notre catalogue de gouvernance soit complet, mais aussi renforcer le volet formation, puisque là, on va donner un accès très large à nos collègues aux données. Donc, il faut être certain aussi qu'ils s'en servent de façon à sécuriser et à le faire correctement. On a le choix des technologies. Aujourd'hui, ça avance à une vitesse telle qu'on peut être facilement tenté tous les 3 mois d'avoir envie de changer pour suivre la dernière évolution. Ce que je dis souvent, c'est qu'il vaut mieux attendre un petit peu et faire son changement avec discernement. Je prends un exemple. Il y a quelques années, on a connu une grosse accrudescence où les sociétés changeaient pour abandonner leur outil de visualisation et adopter Microsoft Power BI. Dans l'absolu, c'est sans doute une bonne idée. En revanche, il n'y avait pas de changement vraiment de rupture en passant de l'un à l'autre. Et donc, il faut bien mesurer est-ce que le changement, en fait, il représente vraiment le bénéfice auquel on s'attend. Une prémisse à ne jamais oublier, c'est justement de prioriser les besoins métiers avant tout. Donc, si on le dit de façon très caricaturale, si on a le choix entre quelque chose qui représente un confort pour l'équipe IT, mais qui ne coûte pas les métiers, c'est le métier qui l'emporte. Parce que, à nouveau, une plateforme pas adaptée est une plateforme pas utilisée. Et donc, on va pas atteindre notre objectif en faisant ça. Un autre point qui semble évident, mais qui, je pense, important à rappeler, surveiller les coûts du cloud. C'est à l'utilisation et donc il faut le surveiller de très près parce que de temps en temps, même de façon involontaire, on peut créer une surutilisation qui représente rapidement des coûts assez importants. Donc, il faut mettre en place la surveillance adaptée et à la fin, adapter l'investissement aussi à la taille de sa structure. Donc, ça paraît, ça semble assez évident. Une PME n'a peut-être pas les mêmes besoins qu'un grand groupe international. Et donc, adaptons l'allocation des ressources aussi à la taille de notre structure. Je te remercie, Antoine. Donc, une stack performance, c'est bien, mais si personne ne l'utilise, bah, disons que ce n'est pas très utile. Donc, comment favoriser l'adoption côté métier? Et est-ce que tu peux aussi nous donner des exemples d'initiatives qui ont été déjà efficaces? Ouais. Donc, pour aider les métiers à mieux adopter, il y a un premier volet qui est très important, qui est justement l'introduction à la culture data et aussi à ce que c'est la moderne data stack. Pas besoin de les former jusqu'au point qu'ils seraient capables d'en construire une. En revanche, il faut avoir compris au moins l'esprit derrière. Il faut être au clair sur ce à quoi ça doit servir. Et il faut surtout avoir développé au moins un début de culture data, c'est-à-dire j'ai un morceau de données entre les mains, c'est précieux, je ne dois pas le divulguer à n'importe qui. Si je sens qu'il y a une incohérence, je ne vais pas juste la corriger dans mon coin, mais je la remonte, de façon à ce que justement tout le monde et toute l'organisation tirent pleinement profit de la démarche. On a également souvent fait une initiation à l'analyse des données. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a quelques grandes règles à respecter qui vont faciliter le travail de tout le monde et qui vont aussi harmoniser la manière dont c'est fait. Donc, on va plus facilement se comprendre. Après, ce qui sert toujours, c'est aussi une formation pratique aux différents outils. Donc, relativement, peu importe lequel vous proposez, mais formez vos utilisateurs métiers de façon à ce qu'ils soient le plus autonomes possible. Ça n'empêche pas que s'il y a un sujet qu'ils n'arrivent pas à adresser, ils demandent à l'équipe IT. Par contre, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Si j'ai accès aux données et que je sais construire mon rapport, eh ben en fait, je saurai l'adapter exactement à ce dont j'ai besoin. Et ça nous permet aussi de les créer en parallèle plutôt que de créer un backlog de demandes, puisque ce backlog ne serait traité que par une seule et même équipe. Et dernier point très important, renforcer à nouveau la gouvernance et mettez un accent sur la qualité des données. Donc, ça veut dire aussi former vos collègues sur qu'est-ce que ça veut dire d'être avec une donnée nettoyée, validée, tout ce qu'on veut.
de façon à ce que ça rentre dans l'esprit de chacun et de chacune, et que justement gouverner et tenir nos données en qualité ne soit pas un sujet casse-pied qui est mené par l'IT, mais que ce soit idéalement quelque chose qui est porté par tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de façon concrète pour aider l'adoption d'une MDS? Ce serait dans un premier temps une communauté de pratique data, donc un espace de collaboration. J'ai une question, je peux demander, mes collègues me répondent, et comme ça, par le biais de l'entraide, en fait, on va réussir à faire une montée en compétences ensemble. On renforce aussi l'esprit d'équipe, et à la fin, du coup, on fait en sorte que les bonnes pratiques se répandent et soient idéalement utilisées partout. Créer également des guides et supports autonomes, donc un wiki, des vidéos relativement peu importe le format, mais faites en sorte que votre NDS soit accompagné d'un endroit où je sais retrouver des informations si j'en ai besoin. Ce qui est toujours aussi quelque chose de très utile, c'est de créer des data champions ou des data stewards, on l'appellera comme on veut, dans les équipes métiers, donc avec une composante technique de formation aussi sur la Modern Data Stack, mais qui sont justement le pont entre les équipes métiers et l'équipe technique, de façon à pouvoir parler des deux côtés, renforcer l'aide et faire en sorte que l'usage qui en est fait soit le plus fructueux possible. Pourquoi pas aussi mettre en place un support data à la demande? Donc, ça peut être un chatbot, ça peut être une équipe dédiée, ça peut être ce que vous imaginez. En tous les cas, un endroit où, si je me sens perdu, j'ai au moins un premier retour, une réponse, pour arriver sur justement ce que je pense être le plus critique. Faites vos cas d'usage métier sur mesure, c'est-à-dire écoutez bien vos clients, écoutez bien ce dont ils ont besoin, et si vous adoptez correctement la Modern Data Stack, le sur-mesure n'a pas besoin de faire peur, puisqu'on va faire en sorte que tout le monde bénéficie de 80% du travail qu'on fait, et c'est les 20 derniers pourcents qu'on leur laissera faire ou alors qu'on fera avec eux sur mesure, de façon à ce qu'on soit le plus proche possible du besoin. Et mettez en place également des métriques sur le suivi et l'adoption. Pourquoi? Parce que, en fait, ça permettra de factualiser l'utilisation. Typiquement, s'il y a un élément qu'on a produit qui n'est pas utilisé, la solution simple, ce serait de juste l'arrêter. Par contre, s'il a été créé, ça veut dire qu'il y avait un besoin à un moment. S'il n'est pas utilisé, il est sans doute pas entièrement adapté aux besoins. Donc, ça vous permet également de mettre le doigt sur les endroits où il y a peut-être besoin de revoir ce qu'on a fait, de l'adapter légèrement de façon à ce que ce soit utilisé. Je te remercie, Antoine. Donc, on parle souvent d'investissement, de cloud, d'outils, d'équipe. Mais quels sont les véritables coûts et surtout quels bénéfices peut-on espérer à court et moyen terme? Voilà, donc, sur les coûts d'intégration et de maintenance, donc en préambule, les chiffres qu'on affiche là sont évidemment des fourchettes et des simples estimations. Ça va dépendre de chacune des organisations, de vos besoins, de la taille, de plein de facteurs. Et de quel type de coût déjà est-ce qu'on parle? On va avoir des coûts annuels pour les licences. Donc souvent, ça se compte à l'utilisateur. Donc plus j'ai de personnes, plus j'ai d'outils, plus c'est cher, tout simplement. Après, on va avoir besoin d'un endroit pour héberger. Donc là, pareil, ça va être fonction de la taille et de vos besoins à un certain coût. Et on va aller à la fin encore sur votre équipe en interne qui va accompagner la démarche, qui eux, évidemment, ont besoin d'être payés. Donc, il y a aussi des frais de personnel à y ajouter. Donc là, les trois fourchettes que vous voyez sont à nouveau très génériques et vont devoir être réestimées précisément vis-à-vis de votre besoin, mais ça vous donne au moins une idée. Si vous allez au bout de la démarche, sachant qu'à chaque fois, quand on dit 100 à 500 utilisateurs, typiquement pour le milieu, du coup, ça veut dire aussi qu'on a servi l'ensemble des domaines métiers et que tout le monde a trouvé chaussure à son pied idéalement. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et c'est ça le grand avantage avec le cloud, autant les chiffres là peuvent éventuellement faire peur un petit peu, rien ne vous empêche de commencer, valider l'approche et après grossir petit à petit au fur et à mesure de vos besoins, tout en gardant un œil très clair sur le ROI. Alors après, le ROI en tant que tel, donc le plus facile à mesurer serait si on savait l'exprimer directement en euros, mais ça, c'est pas forcément toujours possible. On a un premier point qui parle justement du time to insight, où en fait, entre l'apparition d'une donnée et le moment où je l'ai au bon format, au bon endroit, je peux en déduire quelque chose. Et en fait, ça, si on fait correctement notre projet, on va réussir à le réduire et donc vous serez plus proche des événements business. On va avoir également un effet très positif sur la qualité. Donc, idéalement, on va avoir de moins en moins de données erronées, ce qui va générer moins de temps de travail perdu et donc nous faire gagner des coûts et nous faire gagner en coûts également. Encore une fois, ça reste difficilement exprimable en euros. En revanche, on a l'impact business que lui, généralement, on arrive à exprimer de façon assez claire. Donc, si on a par exemple un cas d'usage qui vise à automatiser un traitement, donc avant c'était un ou plusieurs collègues qui faisaient ça à la main, maintenant ça tourne de façon automatisée,
bah là, le temps gagné, je sais le valoriser en euros et donc je vois directement le ROI. Tout comme si, par exemple, on avait un e-shop où tous les produits n'avaient pas de photos. Maintenant qu'on a mis en place une base de données correcte et centralisée, on sait mettre une photo partout. Eh ben là, je sais évidemment mesurer aussi l'augmentation de mon chiffre d'affaires, le panier moyen, tout ce qui s'ensuit. Tout comme à la fin, on a également justement la scalabilité, l'agilité. Donc, en fait, entre le premier cas d'usage qu'on a mis en place et le 20e, à quelle vitesse est-ce qu'on fait le 20e vis-à-vis du premier? Et bon, ça après, en termes de raisonnement coût marginal, si sur une même plateforme, j'ai qu'un seul cas d'usage, eh ben évidemment, ça coûte très cher. Plus j'ai de cas d'usage, plus le coût marginal de l'infrastructure diminue. Eh bien, merci beaucoup Antoine pour toutes ces explications claires et concrètes. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire consacré aux enjeux et aux bonnes pratiques autour de la plateforme data. Donc, très rapidement, chez Limpida Consulting, on va vous accompagner dans la mise en place d'une moderne data stack modulaire et évolutive pensée pour les métiers. Chez Limpida, on commence par un audit de l'existant pour identifier les outils, les usages et les leviers d'optimisation, puis on conçoit une architecture ciblée à vos enjeux. On sélectionne et intégrons ensuite les briques les plus pertinentes, tout en automatisant les traitements pour fiabiliser durablement la plateforme. Et pour garantir enfin une vraie appropriation, on va chercher à former les équipes et à l'usage des outils et animant aussi des ateliers concrets. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez également consulter toutes nos publications et tout notre contenu directement disponible sur notre site internet. Vous y trouverez donc des livres blancs autour de la gouvernance des données, de la culturation data ou encore l'architecture de la moderne data stack, ici du coup plus détaillée. Et donc, on arrive donc à la fin de ce webinaire. Il nous reste justement donc 5 petites minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas du coup directement à lever la main. Antoine, je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Tout à fait. Donc, Natif, on Ouais. va vous passer la parole. Là, vous devriez pouvoir allumer votre micro et parler, je pense. Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend. Oui, bonjour à toutes et à tous, et merci en tout cas pour le partage d'informations. J'aurais rapidement deux questions. Je me présente, je suis Latif Ayeva, ancien de l'INSEC Paris, et en ce moment, je prépare une certification en analyse de données à Lomé Digital School, donc une école basée au Togo. Donc, la première question, est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur la place de l'IA dans l'exploitation d'une MDS? Ça sera ma première question. Est-ce que je peux enchaîner rapidement avec la deuxième? Oui, bien Ou sûr. on répond d'abord à la première? Alors, bah, posez peut-être la deuxième. Si jamais elles sont liées, ça me permettra de faire une réponse. D'accord. Alors, la deuxième question, c'est juste pour, en fait, si vous pouvez partager rapidement avec nous l'expérience de Limpida. Je ne sais pas si vous travaillez avec des partenaires ou des clients en Afrique. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez partager rapidement avec nous une expérience de mise en place d'une MDS avec un client partenaire en Afrique et quelles sont les approches éthiques et de réglementation, surtout en Afrique de l'Ouest, parce qu'en ce moment, ce n'est pas encore comme sous d'autres cieux où les réglementations sont vraiment bien claires et bien établies. Ok, alors, on va peut-être commencer par la première question, ou là pour la deuxième, pardon, où là pour l'instant, on n'a pas encore réalisé de mission en Afrique en dehors du Maghreb. On avait des bureaux pendant un temps au Maroc, donc je pense que ça, c'est pas exactement l'endroit que vous ciblez. En revanche, on est en train, avec un cabinet de conseil de Côte d'Ivoire, de bâtir un partenariat, mais qui pour l'instant n'a pas encore, ne s'est pas encore concrétisé par une mission. Donc, pour répondre pleinement, on est aujourd'hui actif surtout en France métropolitaine. Et la première question, donc l'intelligence artificielle, eh bien en fait, il faut le voir, je pense, de deux volets, puisque en fait, on va retrouver donc l'intérêt de l'IA, par exemple, dans la transformation de données. Si on pense à une société qui gère une production industrielle, aujourd'hui, ce qui est assez souvent utilisé dans le contrôle qualité, c'est justement, au lieu d'avoir un opérateur ou une opératrice qui regarde la pièce, c'est qu'on la prend en photo de plusieurs endroits et à la fin, on exploite cette image pour savoir si elle est conforme ou pas.
Donc là, on serait quelque part dans la partie transformation, puisque on a la donnée brute qui donne la machine, on a la photo à côté, on les combine, on transforme, et en sortie, on a une décision, la pièce est valide, elle n'est pas valide. Globalement, ce serait ça le cas d'usage. Tout comme, par contre, on peut voir l'IA aussi en aval, où là, du coup, en fait, je peux dire aussi, une fois que j'ai amassé l'ensemble de mes données, donc, je prends un exemple commercial, hein, tout ce que j'ai dans mon logiciel de gestion de la relation client, plus mes commandes, plus mes données produits, et en fait, rien ne m'empêche d'utiliser l'IA pour essayer de faire une prévision de mon chiffre d'affaires à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Donc, je pense que vous pouvez très bien faire une moderne data stack sans même du tout utiliser l'IA si vous n'avez pas de besoin précis. Parce que l'inconvénient, ou plutôt le risque avec l'IA, c'est souvent ça. Tout le monde a envie d'en faire, mais ce n'est pas nécessairement tout le temps adapté ou nécessaire. En revanche, vous pouvez vous en servir pour la plateforme en tant que telle, mais également justement en usage en aval. Est-ce que j'ai répondu à vos questions, Latif? Oui, ça va. Merci en tout cas. Merci. Merci pour votre question. N'hésitez pas encore, on a encore un petit peu du temps pour y répondre. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres réactions, je pense qu'on peut lever la séance pour aujourd'hui. Ok. Alors, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation. On espère que ce contenu vous a plu et que ça a permis de vous donner des pistes concrètes à explorer. Donc, si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer directement un mail ou ou à remplir directement le formulaire accessible via le site web. Donc, vous allez recevoir le webinaire, le replay du webinaire dans l'après-midi ainsi que le support de présentation. Et donc, on vous souhaite une très bonne journée et on espère vous revoir d'ici le prochain webinaire. Voilà. Merci à tous. Très bonne journée et bon week-end. Au revoir. Au revoir.